Controverse autour des réformes électorales en République démocratique du Congo. Piste des solutions. Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Arlette Odia Kachama du CEDUD et Joe Mukuna du SOFTA dans Pièce contre pièce, acte 14. Bienvenue. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans Pièce contre pièce, une pièce contre pièce paritaire, parce que la parité veut un homme, une femme, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes très heureux encore une fois de retrouver Maître Arlette Odia Kachama. Merci d'être là. Merci. On ne vous reçoit pas comme avocate, hein, ne vous en faites pas, vous êtes présidente de CEDUD. Oui, merci d'être là. Pour le développement et l'unité du Congo. Tout à fait. En face de vous, un autre avocat, mais il n'est pas là comme avocat. Il est lui aussi comme coordonnateur de SOFTA. Il s'appelle Joe Mukuna. Merci d'être là. Merci John. Il faut toujours ajouter le FPAI parce que SOFTA est en partie membre du FPAI. Donc je vais toujours que tu reviennes sur ça. Merci pour m'avoir honoré aujourd'hui. Je suis en face d'une femme, sur que c'est l'air moi. La parité. Donc je sais que... C'est un peu ça la parité aussi. C'est ça la parité. Un homme, ça, la parité. Femme. La parité, dans son sens large, je voudrais aussi que nous puissions donner de la place à la femme. Oui. C'est ça la parité. Comme pièce contre pièce, les femmes. On peut aussi le définir de diverses manières, mais moi je pense la place qu'on réserve à la femme, c'est ça la parité. Merci d'être là. Ça. Merci beaucoup. Arlette Odia, le mois de mars oblige, il y a eu un fait de société au niveau de l'hôpital du cinquantenaire. On cause une femme avec son patron, on peut l'appeler comme ça brutalement. Il y a eu des échauffourées, entre guillemets, si je peux me dire, et l'affaire est allée au niveau des justices. Les patrons, un sujet indien, libanais, un sujet indien, a été même arrêté, le dénouement à l'amiable. Je vous pose la question en tant que femme d'abord, quelle lecture vous en faites, et en tant que professionnel des droits aussi. Parce que beaucoup disent que la femme a déçu, le dénouement ne devait pas être à l'amiable, il fallait peut-être Bon, c'est d'abord une occasion pour que l'opinion comprenne combien nos frères, nos sœurs sont en train de subir beaucoup de traitements dégradants de la part de leurs employeurs, employeurs. Et ça a été comme ça une occasion pour que l'État se mette encore face à ses responsabilités. L'État doit absolument protéger ses citoyens, surtout dans le domaine de l'emploi. La loi qui réglemente le travail, le code du travail dans notre pays, donne beaucoup de droits, reconnaît beaucoup plus de droits à l'employé. Oui, mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas ce que nous vivons. Les patrons restent patrons. Et la femme, voilà. L'employeur. Malheureusement. Et la femme, docteur, elle a eu ce courage de dénoncer le fait. La population congolaise dans son ensemble l'a accompagné. Et le monsieur a été mis aux arrêts jusqu'à la prison. C'est que lui n'avait pas pensé arriver peut-être des années avant. Il se croyait un peu intouchable. Le signal a été fort, celui qui, aujourd'hui, le peuple sait quand même se rendre compte qu'il peut, tout en dénonçant, avoir gain de cause. Mais les dénouements de cette affaire. Le dénouement, là, je vais parler en tant que juriste. Voilà. C'est pas scandaleux pour moi, parce que il vaut toujours mieux un bon procès, un bon arrangement, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ça veut dire que l'intérêt pour l'opinion était d'abord celui de voir que nous sommes tous égaux devant la loi. Le monsieur a commis un fait forfaitaire, il est allé jusqu'en prison, il a eu à subir ce qu'il a pu subir, même si par la suite, les partis ont convenu de se mettre d'accord et d'enterrer la hache de guerre. Je pense que l'essentiel, c'est ce qu'il a déjà... Mais à un moment, on a aussi parlé de la manipulation des employés de cette institution hospitalière, parce que un groupuscule de médecins, des agents de cet hôpital ont réagi, pas dans le sens de soutenir madame. En principe, ils l'ont carrément isolé.
Ce sont des faits des sociétés. Ouais. Comme je vous l'ai dit, les travailleurs, ils sont très souvent maltraités à leur lieu de travail. Et ils pensent que dans ces circonstances, il faudrait faire des beaux yeux aux patrons. Voilà, aux les patrons caresser dans les sens du poil. Mais parce que l'État ne garantit pas encore une vie sociale meilleure pour ses citoyens. Celui-là s'est dit, bon, si je suis licencié aujourd'hui, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Mais autant se liguer contre un des vôtres. Non, bon, je ne sais pas ce qui a fait que les uns soutiennent l'employé et que les autres soutiennent l'employeur. Mais je pense que le fait majeur, c'est qu'il y a eu une dénonciation de la victime, il y a eu une arrestation du bourreau et la suite, ce sont des faits de société et ça vaut moins que le début qui a été lanceur d'alerte. Donc nous sommes heureux de vous recevoir, de vous avoir sur ces plateaux parce que vous faites partie du collectif de l'avocat du patron de l'hôpital du Cinquantenaire, n'est-ce pas? Vous êtes l'homme du dossier, vous estimez qu'il y a eu beaucoup d'intox, beaucoup de fake news, beaucoup de manipulations dans cette affaire? Merci John. Sans revenir sur les faits. Oui, je ne peux pas revenir sur les faits. Surtout que j'ai été, comme vous l'avez dit, conseil d'une des parties dans les dossiers. Ouais. Seulement que ce que je peux dire à ce stade est que les parties ont résolu, n'est-ce pas, d'enterrer la hache de guerre par le simple pardon réciproque. Donc tout ce qu'on vous raconte, l'argent, ça et là, ce n'est pas vrai. Donc c'est le simple pardon. L'autre a reconnu, a donné le pardon, l'autre l'a reçu, et c'est ça la transaction qu'il y a eu. Mais seulement, je voudrais aussi qu'on sache, vous savez, l'hôpital du Cinquantenaire a une nature juridique. C'est une institution privée-publique, publique plutôt, mais qui est issue d'un arrangement, d'un contrat privé-public. C'est-à-dire qu'un investisseur étranger qui vient, il amène ses moyens, on lui donne la gestion de l'hôpital. Et que cet investissement doit être aussi protégé. En fait, s'il faut que je revienne un peu sur les faits, vous trouverez que le fait n'avait pas un caractère infractionnel. Le fait tel qu'annoncé n'avait pas un caractère infractionnel. Mais ça relevait du travail. Imaginez-vous un seul instant, dans un milieu comme l'urgence, où l'usage du téléphone est interdit, mais pas seulement pour les biens des malades, mais pour les biens du médecin. C'est lui qui en fait l'usage, pour son bien personnel. Parce que si, avec les matériels qu'il y a là-bas, à moins d'utilisation de téléphone, ça peut avoir des retours sur les effets rétro-radioactifs et tout ça. Donc, le fait pour les médecins d'avoir retiré le téléphone, il ne l'a pas fait dans l'intention d'arracher. Voyez, c'est ça un peu le problème. Mais quand on retire, quelques heures après, on remet. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas l'institution. Quand vous regardez la production des uns des autres, vous trouverez que c'est quelque chose qui a été récupéré par la suite, par l'opinion. Et vous attendrez tout. D'ailleurs, on parle déjà de 20 000 $, 50 000 $, 300 000 $, 14 000 $. Mais nous qui étions dans la cuisine, on n'a pas vu cette transaction passer. Et la transaction a été signée. Et le simple pardon, n'est-ce pas, qui a fait qu'on puisse atterrir la hache de guerre. Mais au moins, étant donné que c'est le mot de la femme, tout ce que nous pouvions faire, c'est amener les gens à apaiser les esprits. N'est-ce pas? Pourvu que nous puissions garantir cet investissement qui est c'est l'ouvrage du hôpital du Cinquantenaire. Aussi, que ceux qui travaillent continuent à travailler. Imaginez-vous un seul instant. Ceux qui travaillent pour se liguer contre. Oui, je suis dans les travail. On ne manipule pas. Les gens qui ont vécu les faits ont réagi tout comme ceux qui ont été victimes ont réagi aussi. Il faut aussi faire la part des choses. Ceux qui ont réagi pour dire que non, 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 le comportement ne pouvait pas amener, le comportement du docteur ne pouvait pas amener ce dossier à ce niveau, d'autant plus qu'il l'a pas fait dans l'intention, n'est-ce pas, d'arracher, mais plutôt d'amener un correctif sur les plans du travail. Voilà quand ils réagissent comme ça, quel est le mal. Et quand l'autre estime que non, on m'a arraché le téléphone et que je dois me plaindre au parquet, c'est aussi son droit. Donc moi je pense que il faut, les gens parlent, tout le monde interprète de sa manière. L'essentiel est que les partis sont arrivés plutôt à s'arranger, à s'attendre sur les faits de simple pardon. L'autre a donné, l'autre a réussi et on a enterré. En tout cas, c'est ça l'essentiel. Moi, je pense que de ce point de vue, les faits sont en train d'être dénaturés. Il est vrai
qu'en ravissant le téléphone, on peut ne pas commettre une infraction. Mais aussi en ravissant le téléphone, on peut les faire accompagner des voies des faits ou alors des coups et blessures volontaires. Dire que l'effet n'a été que de ravir le téléphone, encore qu'une personne adulte, vous n'allez pas lui ravir aussi simplement le téléphone sans exercer une certaine pression. Et c'est cette pression qui en soi a constitué une infraction. Les voies des faits, c'est une infraction qui pour certains peut passer comme un fait bénin. Un fait bénin, alors que c'est une infraction à part entière. Je ne pense pas que l'officier du ministère public ait pour simplement le fait de ravir le téléphone, ouvrir un dossier RMP, aller jusqu'à arrêter, jusqu'à l'amener en prison. Il y a eu des faits. Dire que ce n'était que... il n'y avait pas des freins infractionnels, c'est jeter le problème sur la justice congolaise. On est d'accord qu'il y a eu une infraction commise, il y a eu une dénonciation, il y a eu une arrestation, mais cela n'empêche pas aux parties de mettre fin à leur litige par voie amiable. Nous saluons les faits, que le dénouement ait été dans ce sens, mais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu d'effet infractionnel, qu'il y a eu plus de manipulation. On doit évoluer parce que l'affaire est close, mais oui, on évolue, vous avez droit à réagir. On évolue. Je ne voudrais pas ici exploiter, n'est-ce pas, les éléments du dossier, parce qu'on était aussi... j'ai assisté les clients, donc je ne peux pas ici travailler sur ça, mais seulement que pour éclairer l'opinion, les faits ont tourné autour d'un seul élément, c'est-à-dire d'une seule infraction qui est l'extorsion. Donc il n'y a pas de voies de fait dans ce dossier. Ça c'est pour répondre à maître confrère. Il n'y a pas de fait, de voies de fait dans le dossier, il n'y avait que l'extorsion. Donc si l'extorsion ne pouvait pas, à mon entendement, ne pouvait pas tenir, c'est par le fait, n'est-ce pas, du manque de l'intention. N'est-ce pas? L'élément moral. Ça peut manquer dans la mesure où, en prenant le téléphone, il ne l'a pas pris pour s'en approprier. Parce que l'extorsion... L'élément moral n'y était pas. Bien que matériellement, l'infraction pouvait être établie. La manipulation fait que mon co-débatteur a appris aussi dans les ondes. C'est pourquoi il parle de voie de fait. Alors que dans le dossier, il n'y a pas de voie de fait, il n'y a que l'extorsion. Mais l'extorsion, c'est la plainte. C'est le ministère public avec l'instruction qui saura réellement il s'agit de quelle infraction. Le plaignant, il dit ce que lui pense être l'infraction. C'est pourquoi il donne les faits. Je dis que les faits ont tourné autour d'une seule infraction qui est l'extorsion. Et que l'extorsion, au regard des faits, ne pouvait pas réussir parce qu'il n'y avait pas l'intention, les lois morales faisant défaut. Mais l'atterrissage, parce qu'il fallait aussi éclairer l'opinion. C'est cet atterrissage douceur parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. C'est un bon procès. C'est ce qui compte. Et puis, il faut laver l'opinion, les serveurs de l'opinion, qu'ils ne mettent pas en tête qu'il y a eu des biens de banques qui ont circulé. Moi, je dis c'est le simple pardon, n'est-ce pas, de la plaignante, pardon, le pardon de l'accusé ou du prévenu, comme vous voulez bien l'appeler, et la réception du pardon de la part de la plaignante a fait, en tout cas, renouer. En tout cas, c'est ce qui compte et notre souhait est que la paix règne désormais. Surtout que après que la dame ne soit pas victime de représailles, parce que de ce point de vue, il y aura des structures des défenses de droits de la femme qui vont encore rebondir sur la situation. Et qui vont vivre. Voilà. Il faut suivre des prêts l'évolution de cette femme. Mais ces pardons doivent être sincères. La place de représailles n'existe pas. Les pardons doivent être sincères, c'est tout ça. Alors on évolue. Arlette Odia, CEDUD, a pondu un communiqué la semaine dernière, récemment que vous êtes là. On ne va pas se mettre à mal peut-être interpréter vos écrits, mais c'est qu'on a compris, il y a un rapprochement, une convergence des vues entre votre structure et d'une part l'FCC, de l'autre part la MOUCA. Un rapprochement. Parlant des élections, bien sûr. Oui, le rapprochement, je ne sais pas pourquoi vous le faites, mais tout ce que je peux faire, c'est de défendre l'opinion de CEDUD quant à la question. Nous sommes dans une situation où le pays vit un air de déchirement du tissu social. Les acteurs politiques sont regardés comme des adversaires et non comme des partenaires ou comme des alliés. Et je me souviens bien de ce que disait Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui pour nous à CEDUD est un modèle, nous nous reconnaissons de lui. Il disait toujours que le développement passe
par la stabilité politique. Voyez tous les pays qui ne se développent pas, vous verrez que réellement les acteurs politiques ne savent pas se mettre d'accord sur des questions d'intérêt national. Il n'est pas un péché d'œuvrer au sein de l'opposition. Parce que même au sein de l'opposition, on sert la nation. Inspirez-vous du combat d'Étienne Tshisekedi en Moulumba. RDC semble avoir un goût amer, très amer. C'est ainsi qu'il est de la responsabilité du garant du bon fonctionnement des institutions, qui n'est autre que le président de la République, de veiller à ce que les climats politiques soient apaisés. Ce n'est que dans ces circonstances que le peuple peut espérer à un changement quelconque. Nous avons aujourd'hui besoin d'une nouvelle donne. Cette nouvelle donne de laquelle pourrait dépendre le développement de notre pays. S'agissant de la question des élections, je pense qu'elle est fortement liée à ce que je venais ici de dire, l'apaisement du climat politique. Elle est fortement liée au fait que dans la vie de la nation, il faut que se dessine clairement la majorité parlementaire, qui d'ailleurs fait équipe avec le président de la République pour faire la majorité présidentielle, et que se dégage aussi une opposition. Comme ça, lorsque les propositions de loi viennent, on sait exactement elles viennent de qui, elles peuvent cacher quoi comme piège, et l'opposition se défend en fonction de cela. Nous avons une constitution qui voudrait que le président de la République fasse au moins 2 mandats. Ouais, 10 ans. Au moins 10 ans. Et que... Non, au plus 10 ans. Au plus 10 ans. Oui. Et que, logiquement, la loi électorale, c'est une loi essentiellement, je dirais même hautement politique. C'est la loi de tous les enjeux. C'est celle-là qui définit, qui dans les jours à venir pourrait présider à la destinée du pays. On ne peut pas concevoir que ce soit une loi qui provienne de personnes qui n'ont d'ailleurs pas le mandat de gérer la République, parce qu'il faut le dire, l'article 5 de la Constitution dit que le pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par la voie des urnes ou indirectement par la voie de ses représentants. Et l'article 90 de la même Constitution voudrait que la gestion de la République soit confiée aux groupes les plus représentatifs. Ça veut dire aux partis politiques et regroupements politiques qui ont le plus grand nombre de députés au sein de l'Assemblée. Mais nous vivons dans les circonstances où les partis qui ont moins de députés, ce sont eux qui président à la destinée du pays. Je vais parler du groupe ensemble. Ça, c'est l'union sacrée. L'union sacrée en soi... L'union sacrée réinvente la roue, hein, en RDC. L'union sacrée en soi, oui. Il regroupe dans son sein des partis politiques, des regroupements politiques qui ont le nombre réduit. On doit le dire. N'allons pas dans ce mythe-là d'une majorité. Oui. N'allons pas dans le mythe d'une majorité reconstituée à l'issue du travail de l'informateur. Allons dans la réalité des choses. Aux élections de 2018, il y a eu 3 groupes représentatifs qui se sont présentés. Il s'agissait du CACH, il s'agissait de l'AMUCA, il s'agissait du FCC. Et les résultats de ces scrutins ont fait que le CACH a gagné la présidentielle, ont aussi fait que le FCC a gagné les législatives. En somme, on peut dire que le FCC a été vainqueur des élections législatives et la MOUCA a perdu, que ce soit au niveau de la présidentielle. Bien que la MOUCA ne reconnaît pas toujours cette perte. Oui, ça c'est une autre paire de manches. Ok, on met ça de côté. Une autre paire de manches. Je parle des faits notoires qui sont ceux-là. Et on se rend compte que le CACH a pensé que faire alliance, c'est un cadeau que l'on fait aux partenaires. Non, c'est une imposition de la Constitution. Et la Constitution a imposé au président de la République, qui est issu du CACH, à faire alliance avec le FCC. Il était de la responsabilité du CACH de voir de quelle manière travailler dans le sens de faire réussir cette ce débat n'est pas révolu. Il n'est pas révolu. Nous n'allons plus revenir sur ça. Non, les débats n'est pas révolu. Je ne voulais pas dire que
les trains à bas, les chiens à bois, la caravane passe. Mais je veux vous expliquer pourquoi le débat n'est pas révolu. C'est parce qu'en ce moment, on a changé la donne. Le cash décide de faire route ensemble avec la MOCA. Il décide, sachant qu'il y a un blocage, de diviser, que ce soit la MOCA, que ce soit le FCC, pour se constituer une majorité. Je ne veux pas revenir sur le fait que ça risque d'être simplement une majorité numérique, parce que c'est ce que nous voyons, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les questions essentielles par rapport à la sortie du gouvernement, mais je veux le plus revenir sur le fait que nous avons vu sur les médias que ce parti politique envole, je dirais, l'un des partis de l'ancienne opposition, parce que du début du régime jusqu'à ce jour, ce sont des partis qui se sont déclarés officiellement comme étant de l'opposition. Et c'est lui qui fait les propositions des réformes. Il se bat au sein de l'Union sacrée. L'UDPS reste minoritaire. Ça aurait dû être normalement une proposition de loi de l'UDPS, parce que l'UDPS a besoin de ramener le candidat UDPS aux prochaines élections, en l'occurrence le président de la République. Logiquement, la proposition de la loi électorale, elle est l'émanation du parti présidentiel. Je le dis parce que la Constitution, pour la stabilité des institutions, voudrait qu'un président de la République brigue les 2 mandats. Et quand la proposition de loi n'est pas faite par le parti présidentiel, mais plutôt par un des partis qui revient fraîchement de l'opposition et qui vous dit être de la majorité, alors que dans le fait, on ne sent même pas qu'il est vraiment dans la majorité, ça inquiète des personnes qui veulent voir le pays se stabiliser du point de vue politique. Et où est le danger? Le danger est que on ne travaille pas essentiellement sur le fait d'aider le président de la République à gagner les prochaines élections. Or, pour le citoyen congolais, d'après ce que prévoit la Constitution, c'est de voir le président Félix Tshisekedi briguer le 2e mandat. Or, le mandat présidentiel, les élections, les éléments constitutifs de la victoire, elles se préparent avant les élections. Et quand vous voyez que ce n'est pas l'UDPS qui propose la loi électorale pour la soumettre au débat avec l'opposition, mais c'est plutôt un parti qui revient fraîchement de l'opposition qui fasse cette proposition en tant qu'un politique avéré, en tant qu'une citoyenne qui veut de la stabilité politique au sein de notre pays, ça nous inquiète. C'est pour revenir à votre question de dire que le débat n'est pas révolu, je me dis que si le FCC, dans sa forme originelle, continuait à travailler avec l'UDPS au sein de la majorité parlementaire qu'ils avaient proposée, il aurait, lui, de manière qu'il le faut, accompagner l'UDPS à pouvoir proposer au débat politique la loi électorale et amener la classe politique dans son ensemble à voter une loi qui puisse permettre au président de la République qui est en fonction de gagner le prochain élection. Il y a des forts risques que Félix Tshisekedi ne soit pas réélu en 2020. C'est ça le danger de la loi proposée par Envol. Oui. John Kouna, à suivre, vous suivez attentivement, Arlette Odiakachama. S'il faut lire entre les lignes, il y a un sérieux problème au sein de ce qu'on appelle ici union sacrée. C'est une sorte de fourre-tout. Il n'y a pas jusque-là de cohésion. Pour preuve, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les questions essentielles du programme du gouvernement, voulais-je dire, et qu'il y a déjà des dangers qu'à cette allure, Tshisekedi ne soit pas réélu. Bon, je suis très heureux quand une opposante se prépare pour faire gagner mon président. Je ne suis pas dans l'opposition. Elle est de la société civile. Vous l'avez présentée comme telle. Je suis dans la société civile. Vous allez m'excuser, c'est pas moi. J'ai l'intérêt à ce que la Constitution soit respectée à la lettre. Elle est de la société civile. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas vu aux élections 2018 les caches ou les FCC, n'est-ce pas, c'est présenté. Je n'ai pas vu ça. Quand vous allez à la CEDI, là où s'est construit la majorité, de ton CNI et l'Assemblée nationale, vous ne trouverez pas un groupe qui s'appelle Cache. Je ne sais pas. Encore moins la MOUCA. Encore moins la MOUCA, encore moins FCC. C'est difficile d'avoir ça. Au Congo,
c'est difficile d'avoir la majorité parlementaire seule en tant que parti politique. Et même quand on crée un regroupement, ce regroupement aura du mal à construire une liste pour avoir la majorité. C'est toujours difficile. C'est pourquoi la Constitution... 150 plus un député, c'est pas facile. Pour que vous-même vous l'ayez, en tout cas, il faut... C'est pourquoi la Constitution a prévu ce qu'on appelle la coalition. La coalition vous donne tout simplement les partis qui peuvent partager une vision, qui peuvent se regrouper pour former la majorité en vue de gouvernement. Mais quand est-ce qu'on forme cette majorité? C'est à l'Assemblée nationale. Oui, mais quand, bon, la question que vous me posez, c'est au début de la législature. Ah, voilà, merci. Mais j'ai répondu au début de la législature. Oui, au début de la législature. Au début de la législature, il faut bien le faire. Quand vous ne le faites pas, vous le faites sur base d'accord hors Parlement, ce qui a fait qu'en 2023, en 2018, l'FCC et CACH ont pris le peuple en otage en signant un accord s'octroyant la majorité, alors qu'en réalité, ça devait se passer dans l'Assemblée nationale. En fait, l'union sacrée, c'est la correction de ce qui devait être fait en 2018. Je ne suis pas contre notre confrère Arlette. Ce qu'il dit est vrai, mais ça devait se faire dans l'Assemblée. Mais voilà que l'FCC CACH s'organise, tous deux n'étant pas des forces intuito personnelles de l'Assemblée, il se construit une majorité et il signe un accord. Non, mais c'était une majorité réelle, hein? C'était pas fictive. Ça peut être réel. C'est pourquoi on ne s'est pas reproché au FCC aujourd'hui, à l'Union sacrée aujourd'hui. Ça peut être réel. Non, mais vous l'avez dit au début des législatures. Justement, au début des législatures. Mais par quel mécanisme, par quelle magie, par quelle formule? Je vais répondre. En plein mandat, je vais répondre. On bascule tout. Je vais répondre. Oui. Quand vous le faites en dehors des institutions, c'est léger, c'est factice. Mais à qui incombait la responsabilité? C'est un accord des partis. Oui. Un accord privé des partis. Conséquence, c'est quoi? Lorsqu'il y a vibration parlementaire. Vibration parlementaire. Quoi? Ça veut dire quoi? Il signifie tout simplement que les députés prennent la position contre les bureaux. Oui. Et qui peut-être peut aller plus loin, avoir les conséquences jusqu'au Premier ministre. C'est ce qu'on a vécu. Les députés, c'est vibration parlementaire, pas ces bureaux. N'est-ce pas? Oui. Si vous avez vu la machine avec laquelle on fabrique les blocs, n'est-ce pas? Oui. Quand ça vibre, il y a des bons éléments de ça. Les Kinois appellent ça brique. Hein? Brique. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça la vibration parlementaire. Les parlementaires disent, écoutez, c'est fini avec ces bureaux. Vibration parlementaire. Alors, et quand les bureaux tombent, on est sur un autre bureau, directement on vise quoi? La primature. Et c'est parce que ça a été fait hors Parlement, hors circuit régulier. Oui. Donc. Mais aujourd'hui, qui détient la majorité parlementaire et octroyer un nom à cette majorité parlementaire? Mais les noms, c'est l'Union sacrée qui a la majorité. Ah, c'est l'Union sacrée. C'est l'Union sacrée qui hier était appelée FCC CACH. Ah, ok, on a changé que des noms. Non, pas des noms. Mais c'est ce que vous venez de dire. Il faut qu'il fasse reprendre. L'impact, c'est quand vous trouverez le PPRD dehors, il n'est pas dedans. Non, le PPRD est dedans. Non, j'ai suivi Ramadan aujourd'hui. Oui, mais Ramadan, il a dit. Ne me poussez pas à me mettre à citer des noms des députés PPRD qui sont dans l'Union sacrée. Il y a beaucoup de questions. Ils sont une quarantaine. Il y a beaucoup de questions qui méritent, dans ce débat ici, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous savez que Chadar a encore les droits en tant que secrétaire ou président ou si vous voulez, SP, a les pouvoirs, n'est-ce pas, d'autoriser les députés à aller postuler, pour engager les PPRD. N'est-ce pas? Donc, si Chadar ne le fait pas aujourd'hui, c'est qu'il se déclare être dans l'opposition. Mais même s'il ne l'a pas fait directement, les postes de l'opposition est là. Ces postes est resté vacants. Qui l'a pris? À l'Assemblée nationale? Oui. Non, c'est occupé. C'est pas qui? L'Assemblée nationale, les bureaux est complet. Qui l'occupe? C'est une dame du FCC. De qui? De quel parti? Du PPRD d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est l'honorable collègue Chomba. Il y a une partie PPRD qui n'est pas avec les autres, qui est restée dehors. Mais le sujet actuellement, c'est quoi? C'est qu'on ne montre pas à l'opinion que la manière dont s'est construite la majorité aujourd'hui, c'est bracadabrant. C'est abracadabrant. Non. C'est parce que nous sommes partis d'un mal. Le mal, c'est quoi? C'est que hier, quand on a construit la majorité,
On n'a pas tenu compte de l'Assemblée. On a tenu compte que ça devait se faire à l'intérieur. Mais qui n'a pas tenu compte de l'Assemblée? Mais j'ai dit, nous, les responsabilités doivent être établies avant qu'on aille très loin. L'avantage que nous avons, oui, c'est accepter. C'est accepter que c'est mal fait. Donc Tshisekedi avait mal fait. C'est dit que j'ai accepté les compatriotes du FCC pour qu'ensemble nous puissions gouverner. J'ai accepté les humiliations. Les humiliations. Donc il a accepté qu'il y a eu des erreurs aussi. Mais aujourd'hui, on veut les corriger. Pour les corriger, on rentre. Mais on ne les corrige pas en crachant sur la Constitution. Bon, je ne sais pas, vous connaissez quelle disposition qui a été énervée de la Constitution? Je ne sais pas. Toutes les dispositions en rapport avec la Constitution de la majorité, cette fois-ci au moins, ont été respectées. Je ne sais pas, moi, que les co-débatteurs en évoquent quelques-unes. Mais je ne pense pas. Donc, sur la majorité est constituée pour une bonne gouvernance. Ensemble, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai très pitié quand j'entends des gens dire que ça fait 1 mois qu'on n'a pas de gouvernement, depuis qu'on a plus d'un mois. Mais quand on a le tampon... Et s'il faut tenir compte des humains, des sauts d'humeur entre le président Félix Tshisekedi et son premier ministre Elou Kamba, c'est déjà plus de 3 mois. Quand on a le tampon, pour qu'on ait ces gouvernements, il fallait 8 mois. Si vous avez encore vos agendas, regardez. 8 mois. Mais ici, alors répétons les mêmes choses. Non, on ne répète pas les mêmes choses. Même si dans l'hypothèse où on répétait, il y a encore 1 mois. Il y a à peine 7 mois qui restent. Donc ici, aujourd'hui, ce n'est pas ça la vision. D'ici les dimanches prochains, d'ici une semaine, on aura le gouvernement. Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Vous comprenez? Donc, il faut encourager ce qui est en train de se faire. Peut-être condamner ce qui est mal fait pour qu'ensemble, nous puissions corriger. Moi, je suis en face d'une co-débattrice de la société civile. La société civile, c'est la société qui consomme l'action politique de l'État. C'est-à-dire, elle est mieux placée, n'est-ce pas, à dire à tel endroit ça ne marche pas, à tel endroit ça marche. Mais seulement le mal, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ma co-débattrice arrive dans la société civile après d'avoir été dans la politique. Oui, c'est pas interdit. C'est pourquoi quand il a posé la question, ce débat n'est pas révolu. Oui. Ça me fait penser à une aventure telle que pendant que nous faisions ce débat, elle était dans la politique. Elle n'a pas trouvé opportun de le faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, les choses ont suffisamment avancé au point que ce débat devient de plus en plus obsolète. Dans le sens que il y a déjà une majorité qui s'est dessinée au Parlement. On a appelé les parlementaires et les groupes parlementaires à déposer leur liste d'appartenance. À redéposer. Soit dans l'opposition, soit dans la majorité. Donc, tout est déjà fait. Tout ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait le gouvernement pour que notre peuple mange. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des priorités, notamment les manger, la sécurité. Et tout ça ne peut être fait qu'avec les gouvernements. Kachamaoudi Arlette, vous allez certes réagir, mais on parle aussi de plus en plus de réformes. La gouvernance électorale sur fond des réformes. Estimez-vous que ces réformes sont nécessaires? Et si c'est oui, quelles sont essentiellement ces réformes? Alors, je voudrais d'abord apaiser mon co-débatteur, Maître Mukuna, par rapport à mon départ. À mon départ et au fait qu'aujourd'hui, je lève le débat que lui considère être obsolète ou alors révolu, dépassé. Mais pas du tout. Pourquoi je le fais et pourquoi je suis partie? C'est parce qu'à l'époque, je faisais les mêmes observations et j'alertais par rapport aux risques. Et le travail que je fais à l'heure actuelle, et c'est celui d'abord de rappeler ce que j'ai dit à l'époque, et de rappeler ce que nous vivons aujourd'hui, et même d'alerter encore sur ce que nous pouvons vivre dans les jours à venir. Le débat, il n'est pas fait sur base de la tête des gens. Non, moi, je ne vois pas forcément Félix Tshisekedi en tant qu'individu. Je le vois en tant que président de la République et voulant que la Constitution soit respectée à la lettre, le constituant voudrait qu'un président de la République, pour qu'il réussisse son mandat, que la chance lui soit accordée sur 10 ans. Et je m'aperçois que le chemin qu'on emprunte pour faire gagner le président de la République que nous avons aux prochaines échéances électorales, il n'est pas le bon.
il aurait été bon camp si les propositions de réforme venaient du parti présidentiel, en l'occurrence l'UDPS. Ce n'est pas que, en présentant ces propositions, qu'elles sont directement adoptées. Non, mais pas forcément. Mais ça ouvre le débat. Ça ouvre le débat. Non, je vous dis. Pas forcément les partis présidentiels. Là, c'est seulement être juriste. Ouais. Mais un politique, il est mal défini dans notre pays, la société civile. Il s'est dit que la société civile, c'est le fait de ne pas faire. Quand on est dans la société civile, on ne fait pas la politique. C'est tout à fait faux. Au sein de la société civile, on peut aussi faire la politique. Et c'est ce que je fais. Mais à la seule différence que vous menez votre politique, pas dans le sens d'un positionnement politique, mais tout simplement un combat mené sans but lucratif. C'est ce que je fais. Je ne suis pas dans les conditions de vouloir que ce soit tel ou tel autre qui brigue les mandats pour que je sois récompensé. Non, je suis en train d'alerter les politiques sur ce qui doit être fait. Qu'est-ce que nous poursuivons comme intérêt? Qu'il y ait de la stabilité politique, que les questions essentielles liées à la vie économique et sociale du peuple congolais trouvent enfin leur réponse. Et pour moi, ces réformes devaient être proposées par l'Union pour la démocratie et le progrès social, parce que celui-là est le parti présidentiel, c'est celui-là qui travaille le plus sur comment on va faire et réélire notre candidat. Je reviens sur le fait que les élections présidentielles, elles ne se gagnent pas parce que vous avez autant de militants sur les réseaux sociaux qui disent Fachi Béton. Non, elles se gagnent parce qu'on les a préparées en fonction des réformes apportées à la loi électorale. Et je reviens encore à dire que si l'Union sacrée, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ensemble avec l'Union, comment l'UNC? L'UNC et le FCC, ils avaient constitué une majorité parlementaire et comprenez par là que le FCC avait cédé tous ses députés au président de la République. Et de ce point de vue, on n'avait plus besoin de passer par l'article 78. L'informateur. C'était des arrangements entre acteurs politiques, ceux-ci qui disent, bon, on n'a pas besoin d'aller à l'identification. On vous donne, on vous cède nos députés, faites-en une famille politique et implémentez votre vision. Mais comme il s'agit de politique, voilà ce que nous donnons aussi comme condition, sur lesquels ces partis sont appelés à discuter. Et lorsque ça ne va pas, à rediscuter autant de fois jusqu'à trouver une mouture finale qui puisse être un socle pour le président de la République. Et la séparation aussi peut être une solution, Arlette Odia. Non, elle ne peut pas être une solution dans les cas où la Constitution de la République voudrait que ce soit une majorité parlementaire, pas seulement numérique, mais aussi idéologique, pour conduire, pour présider à la destinée de la nation. Les risques, ce sont ceux-là, des propositions électorales qui viennent, je ne sais pas si vous les avez suivies, mais moi j'ai suivi avec un intérêt particulier. Les fondamentaux pour la proposition de loi venue de Envol, c'est que tous les députés, tous les candidats présidents, notamment ceux qui avaient été déclassés par la loi précédente, Jean-Pierre Bemba, qui ne peut pas se présenter comme candidat président par rapport aux antécédents judiciaires qu'il a, Moïse Katumbi par rapport à la nationalité qui pose problème, et l'essentiel pour Envol est celui de ramener ces deux grands leaders dans la course. Mais c'est des bonnes guerres. Pourquoi les exclure? Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Et mettre malheureusement le président Félix Antoine Tshisekedi en difficulté. Quelle difficulté? Tout cela, je suis en train d'en arriver. Vous avez suivi l'informateur de Ensemble qui dit Tokoti na union sacrée, Sogesimbite, Toropanzana Nabiso. De ses propos, les acteurs politiques avisés se rendent compte que les plans de Ensemble et celui d'entrer à l'union sacrée en 2021, de claquer la porte, d'avoir la majorité, la loi électorale en leur faveur, de claquer la porte en 2022, de se présenter aux élections de 2023. Je ne suis pas contre que le président Jean-Pierre Bemba du MLC, que le président Moïse Katumbi, ils soient tous dans la course, parce que pour nous, les élections doivent permettre à tout
à tout citoyen congolais de compétir. En tout cas, tout citoyen congolais qui croit avoir des idées qui peuvent développer le pays a le droit. Mais ce où qui se pose le problème, c'est quand je dis que faire revenir ceux-là aux élections ne peut pas continuer à passer devant les sociales du Congolais. Avez-vous une fois été en face d'une femme qui s'emmène au marché avec 6 000 francs pour acheter de la nourriture pour ses enfants? Elle arrive, elle trouve que tous les articles à acheter ont doublé ou triplé des prix. C'est très compliqué. Et c'est sans ce problème-là qui passe. D'abord, avant de parler réforme, il y a un débat actuellement sur les renouvellements des animateurs de la CENI. Tout a commencé avec les présidents de l'Assemblée nationale. La balle est maintenant dans les camps des confessions religieuses. Mais déjà, à ce niveau, il se pose problème. On dit on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il faut d'abord qu'il y ait des réformes avant de vouloir penser à la restructuration de la CENI. Qu'en pensez-vous? Je pense que les débats ne devraient pas être menés de cette manière. C'est une façon d'aller vite en besogne. C'est une façon de ne même pas partir sur les fondamentaux. Les fondamentaux est que les débats doivent d'abord être ouverts au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des simples prétentions. Il faudra assainir les cadres légaux. Or, ça passe par l'Assemblée nationale. Ça passe par l'Assemblée nationale. Ouais. Ça, ce sont des simples prétentions. Aujourd'hui, le président d'Envol, il s'amène avec des propositions. Mais est-ce qu'elle lit la classe politique aussi longtemps que... Il y a le Tundula aussi. Oui, il y en a plusieurs. Je dirais même le président de l'Assemblée nationale qui, lui... Thomas Lukondo. Oui, le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale qui, lui, pense qu'on devrait d'abord s'atteler sur la désignation des animateurs, étant donné que ceux-là, ils sont hors mandat. Tout ça, je considère que ce sont des simples prétentions des citoyens congolais. Qui chacun, ce qu'il faut faire, c'est amener ce débat au sein de l'institution Assemblée nationale. Et là, nous reviendrons avec force de taille. À partir de ce moment, un consensus va se dégager. Avant déjà ce consensus, il faut que le débat soit engagé. Jusque-là, aucun débat. Oui, jusque-là, aucun débat. La question n'est pas encore officiellement et de la bonne manière amenée au sein de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas sur les débats, sur les plateaux de télé. C'est dans la rue et les réseaux sociaux. Oui, c'est dans la rue et les réseaux sociaux. Ramenons les choses, revenons à l'ordre constitutionnel, ramenons les débats au sein de l'Assemblée nationale et permettons à chaque groupe je pose la question à de s'organiser. Présidente des CEDUT. C'est mettre la charrue avant le bœuf. Mais je le dirais aujourd'hui, ça aurait servi à quoi? Je voudrais que les débats politiques dans ce pays puissent toujours servir à quelque chose pour la vie de la nation. Ne nous habituons pas à toujours engager des discussions pour la simple forme. Engageons des discussions qui peuvent nous amener au résultat concret, et ce résultat concret pour la question, celle des élections, avant de redonner la parole avec par la voix de l'Assemblée nationale. Je termine avec vous, les recensements. Cette opération doit être considérée comme un préalable sine qua non avant d'aller aux élections, où on peut s'en passer. Il y a eu élection en 2006 sans recensement, 2011 sans recensement, 2018 de même, pourquoi pas en 2023? Je suis tout à fait d'avis, tout à fait d'accord que le recensement doit se faire. Avant les élections, ce serait encore une bonne chose. Mais là que je m'aimerais apporter un bémol, c'est que les recensements, qu'ils soient faits, qu'ils soient en cours ou qu'ils ne soient pas faits, ne peut pas empêcher la tenue des élections en 2023. Donc recensement ou pas recensement, les élections doivent se tenir. Parce que le recensement est de l'apanage de l'Office national d'identification de la population, tandis que l'organisation des élections relève de la CENI. Voilà, une institution indépendante. Joe Mukuna, vous avez suivi, mais ça a pris quand même du temps. J'espère que je ferai de même avec vous. D'abord, commençons avec cette histoire de recensement. Recensement, oui, mais ça ne doit pas constituer une manœuvre dilatoire pour qu'il n'y ait pas élection en 2023. Et puis, des deux, ces débats sur les renouvellements des animateurs de la CENI, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Moi, je ne pense pas. Je suis en train de voir les choses autrement. Je me dis, le recensement a des motifs essentiels. Les points motifs, d'abord, le départ, l'air, non, on dit recensement administratif et scientifique. Mais les deux là ont des motifs essentiels. Primo,
c'est avoir des indicateurs sérieux pour le développement. C'est ça le rôle du recensement. Je ne pense pas qu'on peut développer un pays sans qu'on connaisse le nombre d'habitants, sans qu'on connaisse comment on doit répartir. C'est une base importante pour le déclenchement du développement d'un pays. De deux, vous savez qu'il y a un passif malheureux que ce pays a hérité depuis toujours, c'est de ne pas avoir un fichier d'identification. Depuis toujours. Je me souviens en 1992, après la conférence des nations souveraines, il était question qu'on ait aux élections. Le président Tshisekedi, son âme, a demandé les préalables. Il dit oui, élection. Mais il savait qu'il y avait une manœuvre qui devait s'opérer à l'absence d'un fichier réel d'identification qui émane du recensement. Il a dit préalable, tu dis qu'on va à l'élection. Quand il comprend que la faiblesse était de l'autre côté là-bas, et il va dire qu'on a l'élection. Il dit non, ce qui a fait qu'on n'aille pas eu les élections en 2006, 2011, 2018 et aujourd'hui. Mais posons-nous un peu la question. Quand est-ce qu'on peut avoir un fichier de Congolais? Quand est-ce qu'un Congolais peut avoir une carte? Non, mais John Kuna, c'est deux opérations différentes. Je voudrais faire les qui peuvent évoluer parallèlement. Je vais parallèlement pour les repousser après. Pourquoi vouloir mélanger les recensements et les élections? C'est là que les bas blessent. Je vous donne là où ça se rencontre. Vous voulez que Félix Tshisekedi, comme l'a dit mon collaboratrice, ait des élections dans les élections 2023, 2023. C'est l'idéal. C'est ce que voudrait la Constitution. Il pourra diriger et dégager les indices de développement sans qu'il ne connaisse pas son peuple. Oui, ça peut se faire, mais il ne faut pas les lier aux élections. Recensement par recensement, élection 2023. On va aux élections, n'est-ce pas, pour gouverner, pour diriger. Et dans la gouvernance, il y a la politique qu'on appelle la politique de distribution des revenus. Et pour distribuer les revenus, il faut connaître le nombre. Et pour déclencher le développement. Je ne pense pas, même maintenant là, on travaille sur base de quoi? Des calculs spéculatoires. Imaginez. Il se passe de ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de ratés. Vous trouverez des points dans ce pays aujourd'hui où, même quand vous produisez à vos Cameroun sur le maïs, j'ai vu dans la télévision beaucoup de maïs de produits. Mais on ne sait même pas que la quantité de produits peut servir Kinshasa. On ne sait pas ce qu'on ne connaît même pas les nombres ici. Donc le recensement, c'est un élément déclencheur de développement qu'on ne doit pas prendre à la légère. Mais par rapport aux élections, maintenant regardez l'incidence de l'absence des élections, du recensement dans les élections. D'abord, si nous avons décrit la tricherie, les fichiers où, la liste où, le nombre de lecteurs bombés dans tel point est réduit en autre point, c'est faute du recensement aussi. Parce que qui remet à la CENI les fichiers de Congolais? C'est l'État congolais à travers le NIP, à travers besoin de derrière. Il doit à la CENI, voilà ce que j'ai comme population. Et c'est à base de ça que vous allez travailler. Mais puisque ça n'est pas fait, la CENI travaille sur base de l'enrôlement. Oui, l'enrôlement. Mais quand vous faites l'enrôlement des électeurs, c'est là où ils trichent. Comme je veux que Tshisekedi passe président en 2023, alors dans tel coin, je gonfle le chiffre. Et dans tel autre coin, je réduis. Et ce qui a fait que vous trouverez, par exemple, au Kasaï, dans mon territoire, il y a un seul député, alors que mon territoire compte 200 000 personnes. Ça, c'est l'enrôlement. Je prends seulement ça. Mais vous allez à Minembwe, vous trouvez 20 000 personnes, mais il y a 4 députés. Et on bombe, on leur donne 800 000 personnes. C'est parce qu'il n'y a pas un fichier au départ. Donc, il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Nous ne perdons rien. Le souci aujourd'hui, c'est quoi? Que nous ayons des élections en temps constitutionnel. Non, en tout cas, tout le monde, même Arlette Odiakachama, tout le monde est d'accord pour les recensements. Mais là n'est même pas les problèmes, ce n'est pas les soucis. Mais vouloir faire de ces recensements un préalable. Alors que vous-même, vous êtes issu des élections qui n'avaient pas été conditionnées par le recensement. Je ne donne pas, moi, mon avis. Et cette opération peut prendre combien de temps? C'est ça aussi les problèmes. L'opération peut prendre 5 ans. 5 ans 8 ans, peu importe. Non, il faudra les limiter dans les temps. Je ne lis pas aux élections. Oui. Je ne veux pas les lier aux élections. Mais mon souhait est que si l'opération peut aller vite, oui, très vite, avant les élections, ce sera un pari gagné pour le peuple congolais. Ça peut se faire dans moins de 2 ans. Donc là, il faut que ce soit le NIP. Je risque de répondre à sa place. Mais au moins. Non, parce que vous défendez cette opération. Non, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans ce pays.
Est-ce que le confrère, mon collaboratrice ici en face, a déjà eu une carte d'identité du Congo? Non, elle a certainement sa carte d'électeur et son passeport qui font office de carte d'identité. Le jour est hier ici, quand vous traversez. Mais vous retirez de l'argent avec cette carte? Non, à l'interne, nous nous organisons parce que faute de mieux. Hein, vous comprenez? Mais je vous dis que nous avons aussi besoin d'avoir des cartes d'identité. Nous avons besoin de connaître. Nous sommes aujourd'hui, quel est le nombre de Congolais aujourd'hui? Mais le mal, c'est quoi? C'est que vous voulez me pousser à les lier aux élections. Non. C'est important. Mais c'est ça la tendance. C'est ça la tendance. Ouais. Ce que vous pouvez faire, les anti-recensement peuvent mener une démarche. Je leur donne maintenant. C'est faire en sorte que maintenant là, le gouvernement des bourses des moyens a donné à l'ONU pour que nous ayons le recensement avant 2023. Alors, nous autres, nous allons nous mettre aussi à dire avant l'élection, il faut recenser. Donc, on a des débats controverses autour de la désignation des animateurs de la CENI, alors que tout le monde crie aux réformes, et jusque-là, il n'y a pas encore réforme, mais on veut déjà mettre on veut donner de l'emploi à certains Congolais. Cette démarche de réforme a commencé il y a longtemps. Je parle de la proposition de sortie de crise de Martin Fayulu. Il a fait, juste après d'avoir perdu l'élection en 2011, il a estimé qu'il était acteur principal dans la crise, et qu'avec lui, il a même fait une proposition en désignant des personnalités qui devaient jouer ce rôle-là. Alors, ce qui est important, c'est quoi? C'est que le Congo a des institutions qui fonctionnent. Les réformes des institutions passent par les parlements. Oui. Martin Fayulu, c'est un député. Moi, je pense vraiment en toute sincérité, si on veut faire passer une loi qui va dans le sens de donner le meilleur à notre peuple, les députés ne vont pas les rejeter. Qu'est-ce qu'ils cherchent à travers les réformes? Ils nous parlent de la forme de la Cour constitutionnelle, ils nous parlent de la réforme de la CENI, la CENI en deux parties, c'est-à-dire la loi électorale et la CENI en tant que la loi organique. Ouais. Et la loi électorale. Mais ça passe par où? L'hémicycle. L'hémicycle. Il faut d'abord se reconnaître que moi je suis député. À travers, directement ou à travers un autre député, je propose ceci pour que ce soit voté en termes de forme de loi. Mais quand vous ne le faites pas comme ça, vous voulez nous amener dans les conciliables. Vous voulez nous amener dans les dialogues. Quel dialogue aujourd'hui? J'ai suivi mon aîné, Lissanga Bonganga, qui est en train de marteler sur ce point pour dire que non, les acteurs à la crise. Donc, appelez un dialogue. Moi, je pense qu'il faut orienter le débat à l'Assemblée nationale pour que nous ayons, n'est-ce pas? Donc, en fait, tout le monde veut du glissement, hein, sans les dire. Bon, s'ils veulent du glissement... Nous connaissons quand on dialogue dans ces pays. Hein. S'ils veulent du glissement... Quand on dialogue dans ces pays, si Martin Fayulu c'est les partages de glissement, ils doivent être clairs. Merci. Mais nous pensons qu'il faut orienter le débat. Le temps d'antenne n'est pas respecté. Non. Je dois encore répondre. Non, je reviens. Le temps d'antenne doit être respecté. Oui. S'ils veulent le glissement, oui. Donc ce sont eux qui veulent plonger le pays dans les chaos. Kachamao Arlette. Qu'ils se dirigent par la Kachamao Arlette, avoir des tribuns comme vous là. À un moment, j'ai cru que nous étions au prétoire. Je n'ai pas vu mes heures passer. Je vous donne la parole, c'est déjà la conclusion, en quelques 2 minutes. Le constat malheureux est que le parti présidentiel aujourd'hui veut tout le temps se mettre dans des procédures aléatoires. L'UDPS est dans des procédures aléatoires. Vous pensez qu'il y a un seul pays qui soit démocratique, surtout à la hauteur du Grand Congo, qui est notre don du ciel, où la politique peut se mener sans les accords? J'ai dit non. Souvenez-vous de ce que disait Etienne Tshisekedi. C'est lui de ramener toujours les acteurs politiques au respect des accords. L'UDPS, pendant qu'il se noie dans cette démarche pour les recensements avant les élections, ceux-là que vous appelez alliés, ils avancent avec les propositions des réformes et au sein de l'Union sacrée, ils sont majoritaires. Lorsque vous vous réunirez, ils feront passer leur point de vue et ce sera de votre désavantage. Moi, je ne vois pas les individus, je vois plutôt les fondamentaux pour la Constitution et de voir un président de la République avoir, je reviens sur ça, je l'ai dit, je le répète, le souhait pour les constituants est de voir le président de la République avoir au moins 2 mandats et le fait pour le FCC du départ de renverser tout son quota des députés
dans le cash, le noyé originel, le noyé dans le FCC cash s'attendait, pour ceux qui ne le savent pas, mais le politique averti savent voir que c'était une passe en or accordée au président de la République. Pourtant, n'ayant que 32 députés au sein de l'Assemblée nationale, une possibilité lui accordée de pouvoir briguer le deuxième mandat. Alors, on se rend compte que vous n'avez pas besoin de gagner ce deuxième mandat. Non, vous avez tout simplement besoin de glisser, d'avoir plus d'années, mais en dehors de la légalité. Félix Tshisekedi a fait mieux. Non. Je ne veux pas revenir sur l'union sacrée parce que pour moi c'est une désunion. On se le voit par le fait que le gouvernement n'arrive toujours pas. On se le voit par le fait qu'un parti politique en vol qui est de l'ancienne opposition aujourd'hui qui s'amène sur les plateaux de télé développer déjà de questions de réforme sans que ce ne soit débattu au sein de la famille politique. On attendait toujours ces gouvernements. FCC cash. On n'était pas dans les mêmes conditions. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un gouvernement déchu. Nous sommes dans une autre hypothèse, même lorsque vous parlez de Matata Pogno. À l'époque, c'était des questions au sein d'une famille politique, c'était une famille politique. Mais on ne doit pas occulter... Le contexte n'est pas le même. On ne doit pas occulter les réalités politiques. Les réalités politiques, c'est celle-là que Cash constitue une famille politique, Lamouka constitue ou constituer une famille politique, FCC constitue ou constituer une famille politique. Ils peuvent ne pas être des regroupements en la forme que voudraient les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, mais ce sont des familles politiques. Et la vie politique d'une nation, elle est définie par les familles politiques. Ne pensez pas qu'en détruisant toutes ces familles politiques, on règle un problème. Par contre, on le crée. On voudrait que les débats évoluent, qu'on arrête de parler des individus, qu'on arrête de parler des événements, mais finalement que l'on parle des idées. Parce qu'on reconnaît les grands hommes par les idées qu'ils défendent. Et ces idées, comme le dit en français, du choc des idées, jaillit la lumière. Mais du choc des individus, du choc des événements, qu'est-ce qu'il en découle? Absolument rien. Merci. Ramenons le débat tel qu'il doit être mené. Et dont le président Félix Tshisekedi a brigué le prochain mandat, il ne le fera que si il est auteur des propositions des réformes. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, en tout cas, on va préférer que ce soit ou la Mouka ou FCC, parce que eux, ils auront été constants dans leur démarche politique, tandis que Ensemble et les autres ont été des transfuges de la Mouka. Je suis désolée que la gestion de la République ne peut pas être confiée à des inconstants politiques. Merci beaucoup, Maître Odia Arlette Kachama. Maître Djoumoukouno. Oui, c'est que je n'ai pas aimé les inconstants politiques. Mais ce sont des inconstants, des transhumants. Faut les laisser le temps parler. Non, vous avez la parole. Excusez-moi. Elle peut toujours réagir à chaud. Hein. C'est pas sa petite culture. Sur le plateau, c'est pour laisser parler. Moi, je suis dans l'école de Gabriel Lendo, n'est-ce pas? Qui vous laisse parler et puis il veut réagir. Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Quelque part, on reconnaît ce que le président a fait, le coup de balai qu'il a fait pour construire l'union sacrée. On le reconnaît, mais on veut qu'on recourt aux autres qui ont refusé d'adhérer à l'union sacrée. C'est dangereux. On est obligé d'adhérer à l'union sacrée. Non, si vous voulez adhérer, quand vous ne voulez pas adhérer, vous restez. Oui. Mais quand vous n'avez pas on y adhère librement. Vous n'avez pas suivi Maître Odia, vous n'avez pas suivi. Quand il vous dit les dialogues, il a pris les dialogues. Mais les dialogues là, aujourd'hui, ne peut que venir s'il y a crise. Est-ce qu'il y a crise? Aujourd'hui, peut-on pouvoir parler au Congo qu'il y a crise? Il n'y a pas de crise. S'il y a crise, elle porte à quel niveau? Donc il n'y a pas de crise. Tous les problèmes liés au fonctionnement, liés à l'organisation des institutions, liés à des réformes des institutions, ne constituent pas la crise. Ces problèmes doivent être résolus au sein de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous disons, au moins opportun s'il y a besoin d'un dialogue, envie de mettre terme à une crise, on le fera. Oui, les dialogues, encore les dialogues, toujours les dialogues. Les Congo marchent dans les dialogues. Oui. S'il y a réellement... Et les politiques congolais se nourrissent du dialogue. C'est ça le danger que nous ne voulons pas pour le moment. Le président avait déjà répondu à cette histoire, cette question. Il avait dit, si vous avez des questions, des réformes que vous voulez, orientez-les à l'Assemblée. Il faut donner aussi le mérite des députés qui travaillent. Par rapport à la question d'envol, mais vous pouvez pousser à vous livrer les secrets de Dieu au commun.
Non, on va vous trouver un cadre d'envoi. C'est nous qui avons travaillé sur la loi, mais moi je suis pas député. Oui. Je suis de la commune de l'IDPS. J'ai travaillé sur la question, mais je ne suis pas député. Mais pourquoi ne pas être surpris si cette loi-là passe par un autre député? Le problème n'est pas là. Tout député, dans son mandat impératif, il a les droits, n'est-ce pas? Il a les droits, non impératif plutôt, il a les droits, n'est-ce pas, de proposer. C'est ça son job. C'est son job, c'est son travail. Merci beaucoup. C'est au député dans l'ensemble d'apprécier la part du peuple dans cette loi-là, l'avantage que recouvrait le Congolais dans cette loi, et puis les voter qui se passe. Merci beaucoup, Joe Mukuna du SOFTA. Merci. C'était à la fois un honneur et un plaisir. Merci d'avoir été là. Arlette Odiakashama, en ces mois de mars finissant, c'était un honneur de vous recevoir dans cette pièce, donc des pièces paritaires. Merci beaucoup. La rediffusion, c'est lundi, c'est mardi plutôt, à partir de 11h. Sinon, retrouvez-moi dans une nouvelle aventure des pièces contre pièces, le lundi prochain à la même heure.